Donc je commence par remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à parler de la problématique contemporaine du soutien à la parentalité et donc des questions éthiques que cette problématique soulève. Pour cela, je vais m'appuyer sur un travail que j'ai réalisé en collaboration avec mon collègue Daniel Koum et Marie-Dominique Wilper. Donc Daniel Koum qui est psychanalyste et responsable de l'association Parentèle, une association de soutien à la parentalité très active qui se situe en Bretagne, à Brest. Et Marie-Dominique Wilper qui est une formatrice et une médiatrice familiale. Donc ça a donné lieu à ce petit livre, Malaise dans le soutien à la parentalité, pour une éthique d'intervention. Et donc on a repris ce titre, comme c'était pour mon intervention de cet après-midi. Alors c'est vrai que depuis les années 90, on vous l'a, je suppose, suffisamment dit ce matin, mais les professionnels et les différents intervenants auprès des parents et de leurs enfants sont incités à tenir une nouvelle posture professionnelle qu'on a identifiée progressivement sous les termes de soutien et d'accompagnement, ou d'appui et d'accompagnement des parents, notamment évidemment depuis la création des REA, par les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement, chaque terme est important, qui, vous le savez, ont été créés en 1999 et donc qui vont officialiser en quelque sorte cette dénomination. Et cette posture apparemment nouvelle, évidemment, elle ne vient pas de nulle part, elle s'inscrit dans le développement de la confrontation entre deux logiques, en fait, une logique de l'action sociale, qui est progressivement, on pourrait dire, passée en 2 siècles d'une démarche injonctive auprès de populations ciblées comme posant problème, à une démarche beaucoup plus suggestive auprès d'une population plus indifférenciée. Et puis, une logique de la société civile qui promeut des initiatives associatives ou individuelles qui cherchent à répondre à des difficultés concernant la socialisation des enfants ou leur éducation, et cela dans des domaines très divers. Bon, évidemment, cette confrontation, elle n'est pas récente, mais elle participe d'une démarche dialectique entre le dynamisme des initiatives des acteurs de terrain, et notamment associatifs, pour répondre à des problèmes particuliers, et la tendance des institutions à vouloir intégrer ces innovations dans une logique centralisée lorsqu'elles les jugent pertinentes. Donc c'est une logique, effectivement, qu'on a vu se reproduire à plusieurs fois au cours de l'histoire. Par exemple, la création de l'école maternelle, et c'en est un bon exemple, alors que d'autres initiatives pédagogiques resteront privées, que ce soit celles de Crowley, de Montessori ou de Freinet. Elles sont importantes, mais elles n'ont pas directement impacté l'éducation nationale. Donc on va tendre à ce moment-là vers une institutionnalisation de ces dispositifs novateurs qui jugés les plus opérationnels en quelque sorte par l'État, car ça renvoie à des stratégies multiples, qui peuvent être des stratégies d'inculcation, de persuasion, ou plus subtilement peut-être d'imprégnation. Elles ont ceci en commun de participer à la dynamique d'une société dont la promotion de l'autonomie individuelle, la liberté des individus, s'est appuyée sur l'affirmation de l'État social. Un État social qui a été longtemps vécu comme État-providence, du temps de la croissance ininterrompue de l'après-guerre et des Trente Glorieuses. Et maintenant, certains auteurs parlent plutôt d'État animateur, qui a tendance à déléguer à la société civile un certain nombre de ses fonctions de protection qu'il assurait auparavant lorsqu'il y avait moins de précaires. Donc on est dans une logique de recomposition. C'est un peu le paradoxe du processus d'individualisation, qui est un processus quand même continu, qui parcourt plusieurs siècles, parce qu'on peut dire que la montée de l'individu, elle ne date pas de la société de consommation. Elle commence à s'affirmer peut-être dès la Renaissance. Elle devient particulièrement évidente avec la Révolution française et la promotion de l'individu citoyen. Et puis elle va se développer particulièrement au XXe siècle et à la fin du XXe et au début du XXIe. Donc, autonomisation de l'individu qui est façonnée par des régulations étatiques, exemplairement durant la période qui va de la création de la sécurité sociale en 1945 jusqu'à celle du RMI en 1988, c'est la période de l'avènement et de la consécration de la consommation. Donc on est dans une période où les individus sont plongés dans une ambiance sociale qui est de plus en plus une ambiance médiatique, qui met en scène, et c'est vraiment la caractéristique, je crois, contemporaine de cette mise en scène,
une normativité qui est de plus en plus masquée par justement l'attractivité des discours d'une société qui est peut-être d'abord une société marchande. Donc effectivement, c'est le règne du marketing et du discours de la consommation. Je crois que c'est toute la force du procès de socialisation contemporain, parce qu'il vise par l'incorporation des normes à responsabiliser les individus à l'égard de leur bonne intégration dans la structure sociale. On est ainsi confronté à la présence de processus globaux qui touchent l'ensemble du système social et culturel et de dynamiques qui sont plus ciblées, plus territorialisées, plus partielles, qui ont des extensions et des temporalités évidemment très différentes, mais qui sont parfois amenées à se rapprocher lorsque on estime qu'il est temps de mettre en réseau et de coordonner ces différentes actions. C'est, je crois, bien ce à quoi nous assistons aujourd'hui en matière de parentalité, ou je dirais plutôt d'éducation parentale, parce que le soutien à la parentalité n'est pensé dans cette perspective que comme appui à la fonction éducative des parents. Ce n'est pas la parentalité en général qui est soutenue, c'est plutôt la fonction d'éducation que les parents tiennent à l'égard de leurs enfants. En même temps, ce processus il s'inscrit dans une évolution globale qui est véritablement sociétale, qui parcourt 2 siècles, et celle du passage, comme l'aurait dit Michel Foucault, de la loi à la norme, comme référentiel de fonctionnement social. Il le montre très bien, ou le passage de la discipline à la suggestion. On a effectivement un renouvellement de la gouvernementalité qu'il a très bien décrit. Mais en même temps, il y a un certain nombre de résistances à la normalisation. Si le processus et son objectif peut être globalement appréhendé comme une normalisation qu'on va qualifier de douce, ça ne saurait masquer que le social résiste à une telle imposition normative, même si elle est douce. Ne serait-ce que parce qu'il participe lui aussi à la production de normes, et que donc les normes, elles ne sont pas seulement produites au niveau central, elles peuvent être éventuellement divergentes, et il y a un certain nombre de polémiques qui se sont déroulées dans l'espace public qui ont illustré cette confrontation de normes à un certain nombre de niveaux. En plus, on est dans une situation où l'élargissement continu de la base des précaires depuis la fin des années 70, la fragilisation du couple et par contre-coup des liens parentaux et la mobilisation par les sujets citoyens de leur capacité réflexive et de leur nouvelle, bien que relative évidemment, indépendance, vont amener au développement, d'une part, de résistance à l'égard de la normalisation étatique et sociétale, d'autre part d'options alternatives à une gestion du social qui ne peut éviter le piège, je dirais, du néolibéralisme, c'est-à-dire la managérisation en quelque sorte de l'action publique. Face aux mutations des rapports parents-enfants, qu'une telle évolution manifeste, avec notamment, bien sûr, le développement continu du travail féminin, donc avec un taux d'activité féminin qui a pratiquement rattrapé le taux masculin, et en parallèle, le développement des modes d'accueil de la petite enfance, de nombreuses initiatives associatives se sont développées pour répondre au développement de ces nouvelles situations parentales, aussi bien qu'à l'évolution des représentations, des relations parents-enfants et des comportements qui y correspondent. Donc les innovations associatives des années 70-80 qui visent le soutien à la parentalité et l'implication des parents, c'est par exemple la création des crèches parentales, sur le modèle un peu de la crèche sauvage de la Sorbonne en 68, donc qui apparaissent dans les années 70, qui vont prendre très rapidement de l'importance, ces crèches où l'accueil est effectué à la fois par des professionnels et par des parents. Ça va être aussi le développement des lieux d'accueil enfants-parents, sur le modèle un peu de la Maison Verte, lancée par François Zolto et son équipe en 79. Mais il y a aussi d'autres lieux d'accueil enfants-parents qui s'inspirent plutôt du travail social communautaire et qui sont notamment ceux que l'on rencontre le plus souvent dans les quartiers d'habitat social. Ceci dit, les lieux d'accueil enfants-parents vont aussi connaître un grand succès, puisqu'il y en a aujourd'hui plus de 1000 en France, d'après la dernière enquête du Furet sur la question. Ça va être le développement de techniques qui nous viennent d'Amérique du Nord, la médiation familiale, les espaces rencontres, ou bien les groupes de parole de parents qui ont tout en commun d'avancer que la parentalité et que les relations familiales, cela se parle.
Cela oblige à développer du dialogue à l'intérieur de la famille. Donc il s'agit en quelque sorte de mettre en scène la nouvelle famille qu'avec beaucoup de collègues, on a pu désigner comme étant une famille qui se veut démocratique, c'est-à-dire une famille qui essaye d'appliquer les principes de la démocratie tels qu'ils sont résumés dans la devise nationale, la liberté, l'égalité, la fraternité, à l'intérieur de la sphère privée. Donc pour que l'utopie se concrétise, c'est difficile, hein, d'autant plus que cette démarche n'est pas neutre, elle produit elle aussi des effets de pouvoir et des logiques de classification. Comme on l'avait pointé lors d'une recherche antérieure sur les nouveaux dispositifs associatifs innovants, hein, avec Benoît Bastard et Bernard M. et Laura Cardier-Vonech, même en creux, disions-nous, dans le livre qui est sorti à l'époque, un modèle est présent, comme le démontre l'importance de la communication ou de la prévalence du lien de l'enfant avec ses deux parents. Le savoir des intervenants ne saurait être neutre. On peut laisser en suspens cette question, mais elle nous rappelle que toute intervention sociale s'appuie sur des normes et donc produit des normes et que la meilleure manière de les maîtriser, peut-être, c'est de les mettre en évidence, tout en les rapportant au cadre éthique de l'action. Ce qui explique d'ailleurs que toute innovation est généralement précédée d'une longue période de maturation réflexive. Moi qui ai travaillé sur les lieux d'accueil enfants-parents s'inspirant de la Maison Verte, toutes ces maisons vertes qui sont apparues à partir des années 80, elles avaient au moins 2 ans de réflexion avant de s'ouvrir, hein, derrière elles. Donc il y avait effectivement toute une réflexion éthique avant que se lancent ces initiatives. Au tournant des années 1990-2000, une nouvelle vague d'innovation va alors se développer, centrée sur la participation des parents, et donc la co-élaboration avec des professionnels, des actions. Ça va être par exemple le lancement de l'association parentale en 1989, dont mon collègue est le président, qui en constitue en quelque sorte le prélude, la formalisation des ludothèques dans les années 90, jusqu'à la création de leur association internationale en 90, jusqu'à la rédaction de leur charte de qualité en 2003. Et puis, par exemple, la création des universités populaires de parents, tout à fait au début des années 2000. Ce sont de bons exemples de cette nouvelle dynamique associative concernant la famille. Donc à partir de là, s'est élaborée effectivement toute une politique de la parentalité. C'est dans ce contexte d'effervescence, à partir des années 80, que l'État et ses institutions vont saisir en quelque sorte l'opportunité de la mise en place d'une véritable politique de la parentalité dans un premier temps, en soutenant et participant à pérenniser les associatives. Par exemple, il faut rappeler le rôle incitateur de la Fondation de France à la mise en place d'innovations, qui a financé les diverses innovations dont j'ai parlé tout à l'heure. Le rôle de la CNAF pour leur pérennisation, avec par exemple la création en 1996 d'une ligne budgétaire pour le financement des LAEP, des lieux d'accueil enfants-parents, ou bien le rôle de la justice dans la promotion de la médiation familiale ou des espaces rencontres. Donc on est effectivement dans une reconnaissance institutionnelle qui s'affirme particulièrement dans les années 90, et dans un deuxième temps, dans la volonté de structurer et de coordonner les actions avec la création des REAP, donc des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents en 1999, suivi des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité en 2000, et puis plus tard le Comité national de soutien à la parentalité en 2010, et enfin le rôle moteur dévolu au CAF dans leur convention d'objectifs et de gestion 2013-2017, qui sont désignés comme devant être les leaders du développement du soutien à la parentalité à partir de ce moment-là, et ça s'affirme encore plus dans la nouvelle convention 2018-2012, en liant ce développement avec la politique concernant la petite enfance. Ce repositionnement, évidemment, il ne va pas sans s'appuyer sur une réorientation du paradigme de gestion en matière de politique familiale. Le rôle parental d'éducation est affirmé comme étant l'élément central de la socialisation de l'enfant et de la formation du citoyen. Donc on identifie l'objectif éducatif comme ressortissant d'un véritable travail parental, c'est l'expression que certains nombre de mes collègues emploient, qui constituerait la base d'un métier de parent qu'il s'agirait de promouvoir.
comme le dit Sandrine Dauphin, que je cite, « Qualifiées de travail ou de métier, les tâches parentales relèvent en conséquence du domaine des compétences à acquérir, permettant de faire émerger des besoins de formation, contribuant à alimenter l'idée que s'occuper et éduquer un enfant est un travail en soi. » Donc, le soutien à la parentalité en devient nécessaire. Si c'est un véritable travail, il faut le soutenir. Donc, le soutien à la parentalité va articuler des préoccupations gestionnaires, former des individus autonomes, des attendus psychologiques, l'importance du lien parent-enfant, et des attendus sociologiques, l'importance de la socialisation pour le devenir des individus, ce qui amène les institutions à se préoccuper de plus en plus du travail éducatif des parents, afin de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien sûr, c'est le nouveau leitmotiv, mais aussi à l'intérêt de l'État à prévenir aussi bien les surcoûts que les troubles qu'une mauvaise éducation serait censée provoquer. Et on va voir effectivement dans les années 2000 un certain nombre de choses s'entrechoquer à ce niveau. Mon collègue Claude Martin, donc, qui est ici, évoque l'idée d'un changement culturel profond par rapport au rôle de parent, je le cite, en raison d'une focalisation de l'attention des pouvoirs publics sur l'action de parenté, débouchant sur l'idée de concevoir ce parenting comme une compétence susceptible de donner lieu à des apprentissages, donc à des actions de formation nécessitant une professionnalisation. Donc on est bien effectivement dans cette idée qu'il faut développer les compétences parentales parce que élever des enfants, c'est vraiment un métier. Mais ces préoccupations à l'égard de l'éducation de l'enfant et du travail parental ne sont pas forcément référées au même modèle explicatif selon les sensibilités politiques, et donc on peut donner des interprétations assez diverses telles qu'on va le retrouver dans les années 2000. Est-ce qu'il s'agit d'offrir aux parents la possibilité de s'appuyer sur des dispositifs d'accueil pour co-élaborer avec les intervenants des réponses à leurs interrogations ou leurs difficultés ? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt de contrôler les défaillances de l'éducation parentale lorsque les enfants posent problème dans l'espace public, qu'il s'agisse, quels que soient les problèmes posés ? Effectivement, à partir du moment où ce regard est posé, la question de la prévention devient une préoccupation centrale selon des conceptions quand même assez divergentes de celle-ci, avec notamment l'opposition qui sera faite par le mouvement Pas de zéro de conduite entre une prévention prédictive, qui aboutit bien sûr à une certaine répression à l'égard des parents qui n'ont pas su bien élever leurs enfants, ou une prévention prévenante qui essaye de mettre dans les meilleures dispositions les parents pour que les problèmes ne surviennent pas. Donc la montée du soutien à la parentalité se trouve de fait prise dans ces multiples tensions et contradictions qui vont parfois s'exprimer bruyamment, comme en 2005 avec le mouvement Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans, lorsque le ministre de l'époque avait voulu introduire dans son projet de loi sur la prévention de la délinquance, qui sera voté en 2007, une conclusion extrêmement controversée d'un rapport INSERM, en introduisant cette idée qu'il serait possible de prévenir la délinquance dès l'âge de 3 ans, en reconditionnant les enfants ou alors en leur donnant certains médicaments comme la Ritaline. Vous savez, ça a produit une réaction extrêmement forte de la part de la société civile avec ce mouvement Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans qui a lancé une pétition sur Internet qui a recueilli 200 000 signatures et donc cette idée a été enlevée de la loi sur la prévention de la délinquance votée en 2007. Mais la plupart du temps, ces tensions s'expriment à bas bruit, produisant un sentiment de malaise diffus chez les intervenants et des interrogations qu'on peut considérer comme étant globalement d'ordre éthique au sujet de cette problématique du soutien. Donc après mon livre Soutenir et contrôler les parents sur le dispositif de parentalité qui était sorti en 2011, finalement la suite ça a été ce travail collectif, malaise dans le soutien à la parentalité, pour une éthique d'intervention, puisqu'en fait, ce que l'on a constaté, c'est qu'effectivement, beaucoup d'intervenants étaient dans une tension par rapport à leur dynamique d'intervention dans le soutien à la parentalité, pris entre des injonctions assez contradictoires, des double bind, comme aurait dit Bateson. Donc la logique des REAP, elle a été officiellement mise en œuvre pour contrecarrer la thématique qu'on peut estimer assez fallacieuse qui s'était développée dans les années 90 de la démission des parents.
donc lancée en 1999 sous le gouvernement Jospin, elle va effectivement essayer de prendre les choses autrement, et notamment en laissant les parents au centre des réponses à apporter aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'éducation de leurs enfants. En même temps, la logique des REAP s'appuie sur une affirmation qui est parfois forcée du rôle éducatif des parents et des compétences parentales. Les compétences parentales sont mises en avant dans le premier article de la charte des REAP, par exemple, qui est susceptible d'être interprétée par certains intervenants comme une volonté de responsabilisation parentale qui peut s'avérer excessive. Car aujourd'hui, ce dont il convient sans doute de se préoccuper renvoie à la question du positionnement professionnel face à ce qui peut apparaître comme des injonctions paradoxales. Quant à la prise en compte des parents dans la gestion sociale, en tant qu'ils représenteraient justement l'instance éducative par excellence, et par là devraient endosser l'entière responsabilité de l'éducation de leurs enfants, et par contre-coup, évidemment, de ce qui sera considéré comme des manques à cette éducation. Donc, développement de ce qu'on a pu appeler avec un certain nombre de collègues d'une visée parentaliste, d'une logique parentaliste qui prend plusieurs visages. Le parentalisme voulant relayer l'ancien familialisme qui s'intéressait plutôt à la famille en tant qu'unité, notamment évidemment au temps du règne du mariage, lorsqu'il définissait du mariage tel qu'il était défini jusque dans les années 60, quand il définissait la famille. Alors en quoi les professionnels sont-ils soumis à des injonctions contradictoires et en quoi celles-ci peuvent redoubler celles qui sont adressées aux parents, dans une espèce de mouvement d'aller-retour qui obscurcit un peu la compréhension de la place des uns et des autres et la logique de la politique de la parentalité. Il faut bien voir que le consensus culturel d'appréhension de l'enfance, il allie d'une part une culture psy qui s'est vulgarisée, qui s'est diffusée dans l'ensemble de la société grâce aux moyens de communication de masse, et une stratégie de gestion de l'éducation parentale qui est de plus en plus une stratégie managériale, puisqu'on est dans une société néolibérale, et Foucault l'avait bien montré, le néolibéralisme, c'est pas c'est pas la façon hyper moderne de développer le libéralisme économique, c'est vouloir gérer l'ensemble de la société par la référence à un référentiel économique. Et c'est justement la caractéristique du néolibéralisme, c'est de donner comme référentiel de la gestion sociale un référentiel économique et notamment un référentiel managérial qui va s'appliquer au travail social, à l'éducatif, aux soins, qui donc va positionner évidemment tous ces intervenants des différents secteurs dans une espèce de malaise, puisque les évaluations qui vont être faites de leur travail sont des évaluations managériales qui s'effectuent la plupart du temps en termes de flux, que ce soit en termes de flux économiques ou en termes de flux de nombre de personnes, qui sont loin de pouvoir mesurer évidemment les effets sur les individus que ces dispositifs peuvent produire. Comment mesurer l'action préventive dans le lieu d'accueil enfants-parents ? Puisque s'il fonctionne bien, le lieu d'accueil enfants-parents, il va justement empêcher qu'un certain nombre de troubles lors de la séparation de l'enfant avec ses parents se produisent, comme l'avaient constaté les cliniciens qui ont pensé ce type de dispositif. Donc effectivement, il y a un décalage entre le mode de fonctionnement habituelle et de gestion de l'État et de ses institutions, ou en tout cas la tendance qui est dominante et auquel beaucoup de fonctionnaires résistent d'ailleurs, beaucoup de personnes qui doivent faire l'articulation entre les injonctions de l'État et les réalités du terrain. En tout cas, on peut parler effectivement de malaise dans le soutien à la parentalité qui renvoie à ces différentes dimensions, à la fois aux différences de conception de la prévention et à la tendance à la managérisation du social. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je voulais critiquer la notion de compétence, mais je ne vais pas le faire. Donc il y a un très bon article de Catherine Selnay qui est paru en 2002 sur les compétences et je vous le recommande. Approche critique de la notion de compétence parentale dans la revue internationale de l'éducation familiale numéro 26 de 2009, le numéro 2 de 2009. Donc je vous conseille de le lire, je trouve qu'il pose assez bien les choses.
Et je vais terminer sur la nouvelle jeunesse de la coéducation. Le risque est patent pour le dispositif de parentalité de verser dans un double travers. Une gestion trop managériale, d'une part, et une approche trop parentaliste de l'autre. C'est-à-dire donner trop d'importance à l'éducation des parents dans la formation des enfants en général, sans tenir compte du fait que l'environnement et les rapports sociaux surdéterminent très largement des capacités parentales à donner une éducation à leurs enfants, et sans tenir compte du fait qu'il y a de plus en plus d'instances sociales qui interviennent dans le processus de formation des enfants. Et que donc, il est nécessaire de penser d'élaborer l'idée de coéducation. Effectivement, l'idée de coéducation, elle vient modifier les perspectives en se posant un peu en rempart comme cette double dérive à la fois de managérisation et ce parentalisme excessif. C'est-à-dire qu'elle permet de replacer l'éducation parentale dans le contexte plus large des interactions éducatives entre de multiples instances, et donc elle oblige à revenir à une réflexion qui permette son élaboration. Je crois que c'est le défi des années 2015-2030, de véritablement élaborer ce qu'est la coéducation, et je dirais même plus la co-socialisation, au même titre d'ailleurs que le défi écologique. Il me semble que c'est deux défis qui concernent au premier rang la nouvelle génération. Donc revenir à une réflexion qui permette une véritable élaboration de l'idée de coéducation, qui va permettre aux préoccupations éthiques de reprendre le dessus sur les préoccupations plus gestionnaires et managériales. C'est ainsi qu'assez rapidement se sont multipliés les appels à la collaboration avec les parents dans la perspective de contribuer à une coéducation bien pensée, dans les crèches, à l'école, dans les institutions de soins et dans les institutions du social. La tendance est à l'ouverture aux parents et à la volonté coéducative. Les institutions disent qu'il faut ouvrir l'école aux parents, il faut ouvrir les crèches aux parents, il faut ouvrir aux parents. Bon, ils ne disent pas exactement à quel moment et où, donc si on n'a pas d'espace et de temps pour le faire, évidemment, ça reste un peu un vœu pieux ou une invocation, plus qu'autre chose, mais on est quand même dans cette prise de conscience qu'aujourd'hui, effectivement, la formation des enfants, leur socialisation, ça dépasse les simples parents, que ceux-ci sont des acteurs très importants, mais qu'il faut les coordonner et harmoniser cela avec l'action des autres instances, les autres acteurs, bien sûr, les accueillants des modes d'accueil de la petite enfance, les enseignants, les travailleurs sociaux, les accueillants des différents loisirs des enfants, mais aussi des instances qui ont une action importante sur les enfants de socialisation et qui ne sont pas des acteurs en tant que tels. Et je pense notamment au développement extrêmement important des médias contemporains. Les médias numériques, il faut quand même ont pris une importance énorme aujourd'hui dans la socialisation des enfants. Il faut rappeler que les enfants en âge scolaire, sur l'ensemble d'une année, ils passent plus de temps devant un écran qu'à l'école. Donc forcément, ce rapport aux écrans est devenu extrêmement important dans la façon dont ils vont être socialisés, dans la façon dont ils vont être amenés à se comporter par la suite. Et cela rentre en interaction avec les autres modes d'éducation. Et soutenir les parents, c'est peut-être d'abord les soutenir dans leur rôle de régulation des différentes influences éducatives que leurs enfants reçoivent. Et ça, je crois que les professionnels du soutien à la parentalité doivent véritablement en prendre conscience. Donc on voit que l'action socialisatrice et éducative des parents est essentielle, mais au sein d'un processus de socialisation extrêmement complexe et pluridimensionnel. Donc les parents sont constitués en relais de logique plus générale qu'ils tentent de maîtriser au mieux, dans l'optique d'en transmettre la compréhension à leurs enfants, et en cela, leur rôle régulateur est devenu primordial. Tout autant d'ailleurs qu'il est difficile à percevoir et à tenir pour beaucoup. Et souvent, lorsque je parle avec des intervenants du soutien à la parentalité, je dis l'un des grands objectifs du soutien à la parentalité, c'est de véritablement requalifier les parents dans leur position parentale. Beaucoup de parents n'arrivent plus ou ne se sentent plus légitimés à tenir une position parentale. Et donc le soutien, c'est leur proposer un appui
qui leur permettent de se réaffirmer en tant que parents et de prendre conscience effectivement de l'importance de leur rôle, notamment dans une société complexe comme la nôtre, où les processus d'éducation et de socialisation sont multiples et interactifs. À l'autre bout de la chaîne, l'État et ses institutions manifestent une prise de conscience croissante des risques du parentalisme et donc insistent désormais sur la nécessité d'une collaboration interéducative, socialisatrice, qui était jusqu'alors trop rabattue sur les seuls parents, y compris dans leur propre discours. Désormais, toutes les institutions sont traversées par ce nouveau mot d'ordre de l'ouverture aux parents, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours en donnant les moyens d'y accéder de façon explicite. Donc, dans ce contexte de réaménagement de la logique du dispositif de parentalité vers la collaboration éducative, il devient manifeste que vouloir par exemple, promouvoir une parentalité positive, mettre en œuvre une volonté de bientraitance, ça ne saurait masquer que la question de l'éducation des enfants dépasse le cadre parental et donc qu'il devient de plus en plus urgent de penser autrement la mise en place d'une véritable coéducation qui soit à la fois interactive, intégrative et aussi épanouissante, non seulement pour les parents, mais aussi pour les professionnels. Voilà, je vous remercie.